Je vous souhaite bien le bonsoir, chers amis de l'Oasis. Cordial bienvenue dans notre Oasis. Cet endroit où, jour après jour, mois après mois, cela fait déjà une année et quelques jours, quelques semaines, nous avons lancé cette magnifique initiative dont le but est de discuter des livres, de donner une voix autre, une voix particulière aux mots, une voix particulière au livre, d'entrer le plus possible en profondeur dans les livres et puis de découvrir toutes les ressources, tous les fruits infinis qu'ils ont à donner à notre consommation d'humains. Car, bien sûr, nous croyons que la plus belle invention que les hommes aient pu faire sont les mots. Les mots pour se raconter eux-mêmes, les mots pour dire qu'ils sont, les mots pour se régénérer. Et c'est justement cette oasis-là que nous avons créée. Une oasis faite avec des briques de mots, seulement avec des briques de mots. Et avec ces briques de mots, nous avons fait un environnement où vous me dites, jour après jour, que vous prenez beaucoup de plaisir à venir vous y recueillir. Je t'accueille bien volontiers, cher Chris Salin, dans notre oasis. Prends tes aises, tu sais qu'il y a l'herbe menue, il y a l'herbe qui est grasse, tu peux t'étaler, tu peux t'allonger à l'ombre d'un arbre, d'un palmier, d'un cocotier, que sais-je. Il y a aussi de la menthe, il y a du thé, il y a du bissap, il y a des fruits tropicaux et ainsi de suite. Tends la main simplement et cueille quelque chose pour agrémenter et sucrer ta bouche et laisse-toi aller aux mots. Et chers amis de l'Oasis, comme vous savez très bien, le but justement de notre rencontre est de permettre à tout un chacun de s'exprimer, que ce soit sur une des thématiques du livre, donc qu'il ait lu ou qu'il ne l'ait pas lu, ou alors de rebondir simplement sur le mot de manière à ce que la discussion qui est suscitée puisse éventuellement vous conduire par la suite à lire le livre et puis pourquoi pas aussi à apporter une nouvelle approche par rapport aux thèmes et puis aux sujets qui sont abordés à l'intérieur. Donc cette édition est la troisième que je consacre donc à l'intérieur de la nuit de Leonora Miano, l'intérieur de la nuit de Leonora Miano, donc qui est comme ça une entrée fracassante dans le monde de la littérature. Lors de la première émission, donc nous nous sommes attachés à de comprendre qui sont les écous. Et donc comme peuple, d'un peuple bantou, quelles sont ses mœurs, quelles sont ses coutumes, quelles sont ses interactions avec par exemple le reste du pays, dans ce fameux pays, le Mboassou. Et suite donc à cette compréhension-là que nous avons pu tirer des échos, nous nous sommes aussi attachés à comprendre qui sont finalement ces fameuses forces du changement, ces rebelles qui ont décidé de rompre, on va dire, avec cette fameuse clause-là. Hein, cette clause de l'intangibilité des frontières, donc qui ont décidé de rompre avec cette clause, ce mouvement afrocentriste qui part sur le présupposé que toute finalement l'identité, on va dire, hein, de cette population-là, toute cette identité de cette population dans cette zone tropicale a été décimée, détruite par la colonisation au point de dévaloriser totalement la perception ou bien l'idée même de soi au niveau de ces populations-là. Raison pour laquelle au final, ce mouvement donc justifie son désir de créer une fédération et une fédération qui ne se limiterait pas seulement donc à ceux du Yéné-Passi et puis du Mboassou, mais qui aurait pour ambition de s'étendre au-delà. Donc après d'avoir discuté ce mouvement, donc il est question aujourd'hui de parler d'Ayané. En fait, pourquoi est-ce que nous avons choisi donc cette structure en 4 émissions pour peut-être le rappeler de manière très brève. Donc, il s'agissait dans la première partie de comprendre le problème, c'est-à-dire donc le problème qui est finalement donc la colonisation en gros, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le problème qui est posé, c'est-à-dire que c'est l'impact que la colonisation a pu exercer donc sur cette population du pays écou et de voir en fait quelles sont les différentes tentatives qui seront mises en place par la population pour disons dépasser
cette colonisation-là. Donc, la compréhension finalement de cette situation de base donc, entraîne deux options. Donc la première option, bien la première approche pour comprendre finalement les conséquences de cette épopée coloniale, donc c'est celle qui est proposée par les afrocentristes, en gros. Et la deuxième approche finalement, donc pour résumer, hein, les afrocentristes, donc comme je le disais tout à l'heure, ils disent que la population finalement souffre. Hein. Tous les maux de la population sont explicables uniquement par le phénomène de la colonisation. Point. Et quand on regarde donc la deuxième approche justement et celle qu'on va aborder aujourd'hui qui est incarnée par le personnage principal du roman Ayane. Cette deuxième approche consiste en quoi finalement? Elle consiste à dire que toute, on va dire, la déchéance que l'on observe dans le pays n'est pas seulement explicable par la colonisation, mais qu'elle s'explique aussi par les propres coutumes. Ben, je salue Françoise Hervé, excusez-moi d'interrompre. Je salue Françoise Hervé, dont je sais qu'elle est très fan de Léonora Miano, dont je ne sais pas si tu te souviens toujours de tes notes de lecture de l'intérieur de la nuit, n'hésite pas à tout moment de nous faire part de tes illuminations. Je te remercie d'avance. Donc, Ayane donc amène une autre approche par rapport à la colonisation qui est de dire que, mais au final, qu'est-ce que nous-mêmes nous avons à voir dans la situation actuelle? C'est-à-dire qu'il y a donc d'une part les colons, oui, ok, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et puis ainsi de suite, et cela a entraîné les conséquences que l'on observe, mais quelle est notre part de responsabilité finalement dans ce qui nous arrive? Et l'une des explications qu'elle va fournir, l'une des pistes qu'elle va ouvrir, c'est par exemple l'attachement donc à certaines traditions, on va dire, enfin, qu'elle qualifie, elle, d'obscur. Donc d'obscur, d'où un peu cette justification du titre là qui est l'intérieur de la nuit. Donc on peut dire c'est le titre du roman du point de vue d'Ayane, donc qui serait de dire que cette zone tropicale-là est encore dans l'obscurité. Et cette obscurité, finalement, c'est quoi? C'est son attachement à des traditions d'un autre temps, des traditions qui, finalement, sont inhumaines, inacceptables pour elle. Et à partir de là, donc, ces deux approches du roman, finalement, entrent en conflit, d'une certaine manière, dans l'interprétation que l'on peut faire de la déchéance de ces pays qu'on appelle le Mboas. Voilà, donc pour parler d'Ayane, donc on va adopter une approche, on va dire, double. On va dire double, donc on va dire en trois parties. Donc la première partie, en fait, ce sera, parce que je pense que pour comprendre en fait qui est Ayane, il y a ce qu'on peut appeler ses ascendants, c'est-à-dire qu'on peut regarder son père, sa mère par exemple, et puis voir en fait comment ils se sont comportés par rapport à leur société d'origine. On peut également voir comment est-ce que ils l'ont éduqué. Donc ça, on va regarder donc son enfance. Donc au niveau de son enfance, comment s'est passée son enfance, qu'est-ce qui dans son enfance a pu influencer au final donc ses positions futures en tant qu'adulte. Qu'est-ce qui dans son parcours peut éventuellement expliquer pourquoi est-ce que elle se retrouve au final en retrait, donc elle se retrouve en retrait, très très en retrait, où elle est dans une incompréhension très très grave, on va dire, de la culture, de sa culture d'origine. Donc s'il y a un mot comme ça pour éventuellement qualifier Ayane, ce serait un peu ce qu'on appellerait de l'aliénation culturelle. Donc c'est une sorte d'aliéné culturel, c'est une jeune fille qui au final ne se sent à l'aise nulle part. Elle n'est pas du tout à sa place. Il y a un mot pour indiquer cela, c'est ce mot de déracinement. Donc elle se vit comme une déracinée. Elle vit dans une sorte de vide identitaire. Elle ne sait pas à quoi se rattacher. Elle n'arrive pas, par exemple, à aimer la France dans laquelle elle vit. Donc pour elle, c'est juste un pays de passage où il faut obtenir un diplôme et puis ainsi de suite. Par ailleurs, elle ne se projette nulle part, que ce soit en France, que ce soit dans ce Mboassou-là qui lui est complètement incompréhensible. Et donc c'est finalement l'itinéraire historique, personnel, interpersonnel qui génère ce type d'individu-là que nous allons essayer de comprendre dans les détails. Voilà, donc chers amis de l'Oasis, avant de nous lancer dans cette aventure, dans cette aventure
dans le détail donc hein, de la trajectoire d'Ayane à partir de son ascendance et puis au final de ses pensées, donc de comprendre finalement qui elle est et d'essayer à peu près de justifier finalement les prises de position qu'elle va apporter. Je vous rappelle encore que vous avez toute la latitude de poster des commentaires, d'enchaîner sur des discussions et ça sera avec un grand plaisir que j'interagirai et que j'essaierai dans la mesure du possible de répondre aux questions que vous posez. Donc, pour commencer, sur l'ascendance, donc d'Ayane, donc on peut regarder déjà au moins une chose. Ou alors peut-être avant même déjà d'aborder donc la question de l'ascendance, il faut peut-être déjà regarder ce qui a influencé cette ascendance-là elle-même. Donc les influences en fait de cette ascendance finalement sont les suivantes. C'est-à-dire qu'il y a deux courants en gros. C'est-à-dire qu'il y a, on peut dire toutes les traditions, les mœurs du pays, du pays Ekou, du pays Mboassou, on peut dire même de toute la région, cette région côtière, parce qu'on sait que c'est le village Ekou est situé dans une région côtière, hein, donc il y a une côte pas loin et en plus de ça une forêt aussi. Donc il y a déjà donc une influence des traditions locales de cette zone-là, donc qui ont une influence sur ses parents notamment. Et en plus de cela aussi, pour comprendre par exemple l'attitude de ses parents, il faut introduire le fait colonial. Il faut introduire le fait colonial, c'est-à-dire que l'introduction du fait colonial en fait consiste en ceci. Ça consiste en deux choses principalement. Je veux dire en deux choses principalement. Ça ne veut pas forcément dire que ça s'est incarné hein, au niveau de tout le monde, ou alors que par exemple, disons, au sortir de la colonisation, l'idée était répandue dans toute la population. Mais le fait colonial a introduit différentes idées qui, progressivement, ont eu prise sur des pans de la population et à un moment ont aussi convaincu, si je puis m'exprimer ainsi, les parents d'Ayane. Donc la première des choses, par exemple, qu'on pourrait regarder comme idée coloniale, donc qui aurait eu une influence sur les parents d'Ayane, ce serait la monogamie. Donc à savoir que là, on est dans un cas de colonisation française, hein, donc on est dans un cas de colonisation française et où culturellement donc la France se caractérise par des régimes, on va dire, matrimoniaux monogamiques. Donc, un homme épouse une femme, par exemple. Voilà. Bon, il y a eu différentes mutations, on va dire, dans ce régime-là. De le dire comme ça, c'est relativement simple. Il y a eu différentes mutations de ce régime-là. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait la dot qui existait à une certaine période. Donc, compte tenu du fait que c'était des sociétés patrilinéaires, par exemple, à mettre en relation aussi avec le fait que la société Ekou, c'est une société matrilinéaire, donc où c'est l'homme qui va doter, alors que dans le cas, par exemple, de la France, donc, qui était culturellement une société patrilinéaire, donc c'est la femme plutôt qui apportait sa dot chez l'homme. Mais disons qu'au moment où le fait que, enfin, l'idée de monogamie est transmise hein, ou alors introduite dans cet environnement-là, la dot n'existe plus dans la conception, on va dire, des relations matrimoniales au niveau des Français. C'est toujours intéressant de faire le parallèle avec l'historique, notamment sur ce sujet de la dot. Le deuxième aspect, donc en plus du régime matrimonial, donc de la monogamie, le deuxième aspect, à mon avis, qui est relativement intéressant, c'est l'idée de construction nationale. C'est l'idée de construction nationale. C'est-à-dire, c'est l'idée, en fait, on peut dire que c'est typiquement une idée impérialiste. Hein. C'est-à-dire que si on regarde très bien, c'est-à-dire que l'idée de construction nationale, c'est une idée impérialiste, c'est-à-dire c'est une idée qui vise, en fait, au final, à détruire ce qu'on peut appeler l'ethnicité, donc à détruire ce qu'on peut appeler l'ethnicité pour proposer un ensemble plus grand aux individus à l'intérieur duquel ils vont se fondre dans une nouvelle identité, hein, en gros. C'est-à-dire que vraiment la nation, si on peut la traduire ainsi, en tout cas dans une conception très française, ce serait donc de détruire finalement les ethnies, et en détruisant donc les liens ethniques, donc avec tout un ensemble de relations, hein, parce que quand on parle d'ethnie, ça veut dire aussi de relations ethniques, ça veut dire des échanges, par exemple, entre tel ou tel peuple, ça veut dire par exemple qu'on a des alliés, puis on a des ennemis dans ces relations ethniques, donc
tout cela est aboli et au final, il y a la nation qui devient le nouveau cadre identitaire pour, pour toutes ces personnes-là. Ça veut dire finalement quoi? Ça veut dire finalement que l'établissement d'une nation signifierait qu'une Bretonne se marie avec un Marseillais sans que cela ne pose plus de problème. Pourquoi? Parce que tous les deux se considéraient comme des Français. Donc, il y a aussi une introduction de cette idée-là. Et à mon avis, donc, cette idée disons, de la fin de l'ethnicité. Hein. C'est-à-dire que c'est les grands paradoxes, en fait, c'est même l'un des grands paradoxes comme ça de la colonisation française qui est en fait d'enseigner finalement aux gens, de leur dire que vous faites partie de cette nation-là, tout en ayant, disons, de manière concrète, de manière factuelle, un régime discriminatoire par rapport à ces individus. Mais au moins, dans le discours qui est formulé, le discours qui est présenté aux gens, c'est de leur dire, vous faites partie de cette nation-là. Donc, à mon avis, l'introduction, hein, si je puis utiliser ce terme, donc l'introduction de cette idée de la fin de l'ethnicité, ou alors la mort de l'ethnicité pour la création d'une nation, est par exemple, à mon avis, l'une des explications du fait que Eke, donc le père d'Ayane, ait épousé Ama. C'est-à-dire que si une idée pareille n'avait pas été introduite, je ne vois pas du tout la raison pour laquelle il aurait accepté de transgresser. Donc même si, enfin, on peut éventuellement imaginer toutes sortes d'hypothèses. Hein. Voilà. Mais il me semble quand même, en tout cas ça se vérifie par d'autres éléments justement qui seront apportés au niveau de leur façon d'être. Hein, voilà, donc au niveau de leur façon d'être, où on voit véritablement qu'il y a une influence, on va dire, occidentale, ou d'une manière de percevoir la vie occidentale qu'ils ont adoptée à ce... donc qu'ils ont adopté comme mode de vie en gros. Donc si on peut donc tirer comme cela une première conclusion au niveau de l'ascendance d'Ayane, on va donc dire en fait que Ayane, elle naît dans une famille où le père et la mère sont plus ou moins conquis par les idées occidentales. Et que, étant conquis par ces idées occidentales, cela va orienter énormément la manière dont ils vont éduquer, par exemple, leurs filles. Donc voilà une première fenêtre par exemple, qui est ouverte. Donc qu'est-ce qu'on peut donc, dire au niveau de ses parents par exemple, donc, pour un peu étayer toute cette affirmation-là. Donc la première chose justement qu'on peut dire au niveau de ses parents, c'est la chose suivante, c'est... Voilà, donc la première chose que l'on peut dire au niveau de ses parents, c'est la chose suivante. Donc si on prend Eke par exemple, hein, qui est relativement intéressant. Donc Eke, c'est le fils de Io. Donc Io, c'est une des matrones de ce village d'Ekou. On sait que Io, par exemple, avant la période coloniale, le pouvoir, hein, donc le pouvoir royal, appartenait à sa famille. Donc il se transmettait du premier garçon au premier garçon, et puis ainsi de suite. Donc du père au premier garçon, du père au premier garçon. Et que les Européens donc, ont fait une sorte de complot, hein, les Français ils ont fait une sorte de complot comme ça pour évincer donc, la famille de Io et puis mettre la famille des Yum. Hein. Donc parce qu'on les trouvait beaucoup plus malléables, contrairement à la famille d'Io par exemple. Donc si on peut dire... et comme on est dans une société matrilinéaire, hein, donc Eke, il est d'ascendance royale. Hein, donc si on peut, il a du sang bleu. Hein, il est d'une ascendance royale. Et il est aussi le Benjamin. Hein, il est le Benjamin d'une fratrie. Donc il a un grand frère. Enfin, il a des grands frères. Et il est le Benjamin de cette fratrie-là. Et ce que lui, il fait finalement est très intéressant parce qu'il se met totalement en porte-à-faux par rapport au reste de sa famille. C'est-à-dire, par exemple, ses frères sont des polygames, donc ils ont plusieurs épouses, et lui, il décide d'être comonogame. Donc malgré les pressions par exemple, parce qu'au niveau des sociétés claniques comme ça, ethniques, c'est-à-dire il y a beaucoup de pression familiale où on va par exemple te rappeler que mais écoute, si tu n'as qu'une femme, tu n'es pas du tout en règle, il faut te mettre en conformité au groupe et puis ainsi de suite. C'est-à-dire que la distance, c'est-à-dire que l'individu doit être le
moins distant possible de la norme. Hein, et on te rappelle véritablement cela parce que bon, ben, la société étant faite de sorte que tout le monde sait à peu près ce qui se passe chez l'autre. Donc il n'y a pas du tout de possibilité, disons, d'avoir une sorte d'intimité, de solitude ou bien du pour-soi, hein, quelque chose comme ça, du pour-soi qui soit relativement protégé. Donc il faut se conformer le plus possible à la règle qui est édictée par le groupe. Et donc lui, il fait ce premier choix-là donc de la monogamie. Hein. Donc, il refuse la polygamie, donc il choisit une seule épouse. En tant qu'activité, par exemple, donc on n'a pas beaucoup de détails sur son parcours. Hein. On ne sait pas, par exemple, s'il est allé à l'école, ou alors on peut peut-être supposer, comme la plupart des enfants d'Ékou, qu'il est peut-être... Voilà, donc on est vraiment là au niveau de la supposition. Un autre élément que l'on sait aussi par rapport à son activité, donc on sait que il détournait par exemple certains logos, dessins ethniques, donc de son ethnie qui étaient utilisés par les rituels. Et puis il les insérait dans ses sculptures, dans ses objets en bois qu'il commercialisait. Donc il devait sûrement commercialiser ça à Sombé en ville et aux touristes sûrement, et qui gagnait beaucoup d'argent comme ça et que personne, enfin, les gens trouvaient que c'était une activité, enfin les gens ne comprenaient pas du tout, en tout cas les gens du village ne comprenaient pas tous les bénéfices par exemple qu'il était possible de tirer par rapport à ce genre d'activité. Donc on peut par exemple supposer qu'il a un côté comme cela artiste, hein, donc et qu'il a un côté artiste, moi je dirais mais c'est un artiste, et j'avancerai même encore par la suite l'hypothèse comme quoi il aurait transmis d'une certaine manière son côté artiste à sa fille. Parce qu'en fait, Ayane, à mon avis, c'est une artiste refoulée qui ne se connaît pas, en fait, qui ne se connaît pas. Hein. C'est vraiment une artiste, mais elle ne le sait pas encore, hein, en gros, au moment où elle arrive au boisseau. Donc, il y a cela. Donc, l'autre chose aussi, par exemple, c'est qu'il ne respecte pas cette séparation, on va dire. Donc, ça peut être aussi une autre idée occidentale comme celle qui est introduite. Donc, même si on sait que la réalité occidentale n'est pas forcément une égalité stricte entre hommes et femmes, mais il y a un idéal, hein, on va dire un idéal comme ça, qui est formulé depuis quelques années, comme quoi les hommes et les femmes devraient, enfin, sont égaux, hein, en gros. Donc, sont égaux en devoir, enfin en droit et en devoir à l'intérieur enfin dans la société, et que aussi au niveau du foyer cela s'incarne, notamment par le partage des tâches et puis ainsi de suite, la contribution on va dire proportionnelle sinon égale de chacun des membres du couple. Et lui, il va donc adopter une approche, par exemple, où il ne va plus respecter, on va dire, les assignations ou bien les obligations des hommes et celles des femmes. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des obligations des hommes qui sont, par exemple, hein, d'aller, dans le cadre de la population d'Ékou, d'aller travailler en ville et de ramener de l'argent, donc de ramener les ressources qui vont finalement permettre à toute la famille de vivre. Et lui, il va rester à Ékou. Hein, donc il se met vraiment en porte-à-faux par rapport à cette tradition-là qui veut que les hommes, eux, aillent ailleurs. Première transgression, à mon avis, de sa part. La deuxième transgression qu'il introduit, elle est la suivante. C'est qu'il va donner un coup de main à sa femme. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, aller porter l'eau hein, au puits. Enfin, il va aller puiser l'eau au puits. C'est-à-dire que normalement, l'agriculture à Ékou, c'est une activité de femme. De la même manière aussi que les tâches ménagères comme puiser l'eau, ainsi de suite, sont des activités de femmes. Or, lui, on se rend compte qu'il donne un coup de main à sa femme par rapport à ces activités-là et il se met donc comme cela en porte-à-faux par rapport à ce qu'on attend d'un homme. Donc, vous pouvez très bien imaginer que, au vu de cela, hein, il est relégué. Hein, donc, il a été relégué du côté. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez quand on a fait la description du village d'Ékou lors de la première émission. Donc, on disait comme cela que au niveau de la droite du village, donc il y avait les familles nobles, les notables d'Ékou, tous ceux qui avaient des positions de pouvoir hein, dans ce village-là. Au milieu, donc, il y avait les habitants d'Ékou et
mais les personnes, on peut dire normales, donc les personnes normales, et à gauche, donc, qui est considéré un peu comme le côté maléfique dans cette tradition-là. À gauche, donc, il y a toutes les personnes qui sont d'ascendance étrangère, qui sont d'anciens esclaves, et puis ainsi de suite, qui sont du côté gauche. Et Eke avait sa maison du côté gauche du village. Oui, donc, où on peut vraiment voir là une trace comme ça du bannissement. C'est-à-dire qu'on le bannit d'une certaine manière, donc il est exclu d'une certaine manière, compte tenu du fait qu'il ne respecte plus les coutumes du village, on ne les respecte pas entièrement. Il prend ce qu'il veut au final, il prend ce qu'il veut, il le manipule à sa guise, donc il s'arrange autant qu'il le souhaite avec sa coutume d'origine, et donc ça entraîne donc comme ça sa mise à l'écart, donc du côté vraiment de ceux qui sont considérés comme n'étant pas fondamentalement écous. Hein. Je pense que vous voyez aussi comme ça le côté essentialiste, hein. C'est-à-dire que quand on est dans une société pareille, ben, il y a forcément donc un côté essentialiste, c'est-à-dire qu'il y a les vrais écous et les faux écous. Hein, et donc on a vu les faux écous, hein, les faux écous, ben il en fait partie, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu le même genre de phénomènes qui peuvent par exemple se passer quand, je sais pas moi, hein, on va donner un exemple. Par exemple, vous dites, vous êtes comme moi par exemple, d'origine africaine et tout, vous êtes naturalisé allemand par exemple, puis quand vous vous présentez, vous dites je suis allemand. Et puis on vous dit oui, mais d'où? Ouais, c'est un peu le même genre de choses. C'est ce même type de discrimination là, à mon avis, qui s'opère aussi là. Donc, ou que ce soit par l'origine, donc une origine qui est perçue, hein, ou alors certains critères qui sont perçus comme différents, ou alors, par exemple, par des actes qui se seraient posés, au lieu de bannir, on va dire physiquement, donc d'éloigner, hein, de demander de sortir du périmètre du village. Donc, il y a plutôt une sorte de mise à l'écart à l'intérieur du village, donc pour te montrer finalement que ta vraie place n'est pas parmi ceux, les vrais, hein, les vrais gens d'Eko, c'est-à-dire que ceux qui par leurs origines sont de cet endroit, et aussi par leurs actes, et puis notamment par leur conformation à la tradition. Donc, voilà à peu près l'itinéraire d'Eko. Peut-être pour rajouter encore qu'au niveau de son décès, donc Eke, il est mort d'une morsure donc d'une morsure de serpent. Il n'a pas pu se rendre au dispensaire, et le guérisseur du village n'a pas pu le sauver, donc le sauver suite à cette morsure, et donc il est décédé de cette morsure. Donc ce qui fait en fait que Ayane, donc elle a grandi, hein, elle était relativement petite quand cela s'est produit. On n'a pas une idée exacte de l'âge, hein, où cet événement, donc le décès de son père est survenu, mais il est certain qu'elle a grandi, donc une grande partie, elle a passé une partie de son enfance, et le plus tard étant déjà orpheline. Donc elle est une orpheline de père, donc elle grandit avec sa mère, et c'est donc sa mère finalement, Ama, que nous allons regarder à peu près, donc maintenant attentivement. Donc sa mère, Ama, ce qu'on observe aussi, c'est que comme son père, donc elle a un côté artiste comme ça, c'est-à-dire qu'à la mort par exemple de son mari, elle se met à faire des tissus imprimés. Donc c'est une activité qui se pratique beaucoup. Je pense que beaucoup de, enfin, ceux qui sont un peu habitués à l'Afrique ont sûrement déjà vu ce genre de tissu imprimé que les femmes savent magnifiquement faire. Donc c'est des tissus qui ont différents types d'usages. Ça peut aller du vêtement jusqu'à la décoration d'intérieur, au drap, au mobilier de table, et puis ainsi de suite. Et donc elle a mené cette activité, et on peut aussi supposer que de la même manière que son mari par exemple, donc, et qu'elle allait vendre ces objets-là auprès des touristes européens et à Sombé, donc on peut imaginer aussi que c'est le même circuit qu'elle suivait pour acheminer pour écouler ces objets-là, donc à Sombé. La deuxième des choses qu'on observe aussi, c'est que Ama n'est pas du tout de ce village-là, ou alors elle ne fait même pas du tout partie des alliés, hein, du village. On peut supposer, compte tenu du discours qui nous a été fourni par les forces du changement, que toute cette région-là aurait un ancêtre commun, Ewo, qui serait descendu d'Égypte. Donc, que ce soit vrai ou pas, en tout cas, il y aurait apparemment un lien culturel entre ces différentes populations-là, ne serait-ce qu'en termes de langue, hein, entre ces différentes populations. Donc, on peut supposer que si on veut regarder finalement
c'était un peu cette fameuse discussion qu'on a vue la fois précédente sur les Bantous, par exemple, c'est-à-dire de dire que linguistiquement, donc de manière rétrospective, en observant leur langue, on arrive à établir que ces langues sont communes, donc que ces groupes auraient des souches communes. Mais par contre, ces groupes ou ces ethnies ne se vivent pas forcément comme étant des frères, des alliés et ainsi de suite. Donc ce qui crée une relative confusion, c'est-à-dire qu'il y a une histoire sûrement commune, un tronc commun à un moment qui a dû se produire, mais par contre dans le vécu, ces différents peuples ne se perçoivent pas forcément, en tout cas tous pas forcément, comme ayant une même origine. Et entretenant même par exemple des échanges à ce niveau-là. Donc il y aurait sûrement des origines, vous voyez, c'est vraiment très intéressant, il y aurait sûrement des origines communes, mais la population donc, de son village, l'Ossipotopé, donc très près de l'Ossipotipé, très proche puis sur de banlieue, hein, dans la banlieue de Sambé, et celle des Kous, ne partagent apparemment pas de lien particulier, ne sont ni alliés, ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'elle est perçue, jusqu'à sa mort, comme une étrangère. Donc, elle sera toujours perçue comme une étrangère, elle sera exclue des cercles féminins à cause de cela, par exemple. Même si sa belle-mère, donc Io, s'était rapprochée progressivement d'elle, c'est-à-dire elle s'est rapprochée d'elle parce qu'en fait elle avait constaté que c'était finalement une femme qui était très libre, une femme qui était beaucoup plus heureuse que la plupart des autres femmes des Kous, justement parce que son mari lui accordait une attention très particulière, ne la chargeait pas de toutes les activités, hein. Comme on sait que les femmes des Kous par exemple, c'est elles qui portaient toute la société, hein, en fait tout le village, toute la société sur leurs épaules. Donc sa belle-mère, au final, s'était un peu rapprochée d'elle, l'aimait de plus en plus. Et c'est finalement grâce donc à ce rapprochement de sa belle-mère qu'on a commencé à la tolérer. Hein. Donc on l'a juste tolérée dans le village, mais on ne peut vraiment pas dire qu'elle a été aimée. Hein. Et ce qui fait que même par exemple au moment de sa maladie, donc ne pouvant plus s'alimenter par exemple toute seule, ne pouvant plus faire sa nourriture toute seule, sa fille Ayane étant loin, à ce moment-là, donc les femmes du village l'ont assistée parce qu'il y avait cette crainte, hein, on est aussi dans une société de superstition, donc il y avait cette crainte en fait que de l'au-delà, Io, donc, qui était une sorte de matrone comme ça, hein, donc il y avait beaucoup d'autorité, on peut l'imaginer un peu comme Ié par exemple, donc l'autre grande matrone aussi du village, donc on peut imaginer qu'avec l'autorité qu'elle avait ainsi de suite, même après sa mort, elle suscitait toujours la crainte auprès des femmes qui préférait donc assister finalement Ama dans sa maladie pour éviter les foudres de l'au-delà qu'aurait pu leur lancer Io. Donc, juste tolérée dans le village, mais on continuera à l'appeler l'étrangère. Sa fille, même aussi, Ama, sera toujours appelée étrangère. Donc, Ama, c'est une femme comment je vais dire ça? C'est une femme au foyer. Donc, c'est une femme au foyer. Elle a bien sûr, après son activité avec les tissus imprimés, mais c'est une femme au foyer. C'est une femme qui, finalement, prend soin d'elle. C'est-à-dire qu'elle pense à elle, elle prend soin de son corps. On sait que, par exemple, elle a tout un jardin avec des plantes aromatiques qu'elle utilisait pour son bain, pour parfumer l'eau de son bain, puis ainsi de suite. Donc, il y a le soin du corps, hein, donc elle prend soin de son corps. Donc, il y a en fait comme cela, dans le personnage d'Ama, l'idée comme quoi le bonheur finalement, le bonheur d'une femme, hein, c'est très intéressant comme idée parce qu'on la retrouve beaucoup dans certains types de mouvements féministes. Donc il y a vraiment cette idée comme quoi c'est dans la réappropriation de son corps, au final, que la femme se libère. Donc la femme va se libérer des influences sociales par la réappropriation de son corps. Et donc Ama est justement dans ce type de schéma-là, où notamment en se faisant plaisir, simplement, donc se faire plaisir, prendre soin de soi, parfumer son bain, avoir un jardin par exemple, juste pour avoir des fleurs et puis admirer la beauté des fleurs. Donc sortir comme ça du côté utilitaire des choses pour aller vers un côté, on va dire, beaucoup plus artistique, beaucoup plus léger des choses. Donc c'est aussi une idée quelque part qui est occidentale, hein, si on peut résumer. De la même manière, bon, est-ce qu'il y a une proximité? On sait par exemple, parce que par la suite il y a Wengi Sané, par exemple, donc c'est la cousine d'Ama, elles ont grandi ensemble, Wengi Sané,
a fait des études, mais on sait par exemple que Ama, elle n'a pas fait d'études. On sait qu'Ama, elle n'a pas fait d'études. Donc, on ne sait pas non plus qu'est-ce qui a pu l'influencer à ce point, donc, dans son occidentalisation, mais on observe aussi que au niveau de certains de ses comportements, de ses choix, notamment avec cette fameuse idée de jardin notamment, et même aussi hein, le fait de se marier, parce que par exemple sa famille, donc elle n'a pas été dotée par exemple, donc sa famille a été contre ce mariage, elle a même été, on peut dire, excommuniée, hein, si je puis utiliser le terme, donc elle a vraiment été excommuniée, au point même où sa cousine, par exemple, Wengisane, donc qu'il nous l'apprend ultérieurement, regrette au final de ne pas avoir gardé des liens, des rapports avec elle parce qu'elles s'entendaient très bien, elles étaient plus que des sœurs. Donc là, on est devant deux individus comme ça qui sont deux transgresseurs. Hein? On est devant deux individus qui sont des transgresseurs qui, donc sous cette influence, on peut dire relativement indirecte, hein, donc de ces idées occidentales, hein, la monogamie, le plaisir, donc le plaisir personnel, des idées comme égalité homme-femme, par exemple, vous voyez un peu. Donc, ces deux individus qui ont été, on ne sait pas trop comment, conquis par ces idées-là, qui ont fait le choix de se mettre en porte-à-faux par rapport à leur famille, qui s'aimaient sûrement aussi, parce que je pense que s'il y avait un grand amour entre ces deux-là, ils ne se seraient pas mis ensemble. Et il faut peut-être aussi rappeler que toutes les unions, par exemple, dans le pays Ékou, n'étaient pas forcément basées sur l'amour, hein, donc entre deux individus, mais d'autres raisons aussi, en plus de l'amour, pouvaient intervenir dans le mariage entre tel ou tel, par exemple. Donc on peut dire que c'est un couple finalement qui transgresse au nom de l'amour, qui, au nom de cet amour-là, disons pour un peu incarner au final leur amour, donc ont une fille, hein, donc ils ont un enfant, Ama enfant d'un enfant. On sait par exemple que dans le pays Ékou, la moyenne, voilà encore une autre transgression comme ça qu'ils ont. On sait qu'au niveau du pays Ékou, dont l'auteur nous donne cette information-là, enfin le narrateur nous donne cette information-là, la moyenne d'enfants par femme est de 3, et elle n'a qu'un enfant. Donc, voilà. Donc elle se met encore comme ça en transgression par rapport à cela. Pourquoi un enfant? On peut peut-être aussi supposer que c'est encore une sorte d'influence comme ça occidentale, où au final, en ayant un enfant, elle peut lui euh, accorder déjà toute l'attention par exemple et lui donner le plus de moyens possible pour réussir dans la vie. Et ça, on va voir en fait que ça a été l'une de leurs préoccupations, que ce soit d'Eke et puis d'Ama, que leur fille fasse des études et qu'elle aille le plus loin possible dans la vie, donc qu'elle fasse mieux qu'eux au final. Ce qui nous amène donc comme cela après cette présentation donc des parents de Diane, et donc on a déjà à peu près vu l'influence occidentale qu'ils ont eue, mais en plus même en fait si on peut même encore peut-être, si je peux encore dire comme ça un dernier mot sur cette influence occidentale, c'est-à-dire que ils ne vivent pas en fait une influence occidentale, parce que quand on dit influence occidentale, ça peut toujours laisser penser qu'ils veulent vivre par exemple comme des Français. Non, c'est pas ça qui les intéresse. C'est-à-dire en fait qu'ils reprennent pour eux des idées, comme je le disais, ils reprennent pour eux des idées et ils les utilisent avec ce qu'ils ont autour d'eux, hein, donc avec leur bagage culturel. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça en train de faire une sorte de melting pot. Ils font un melting pot, ils font un mélange. Donc ils créent quelque part une culture nouvelle. Ils créent une culture nouvelle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans la même problématique qu'Ayane, par exemple, qui, elle, est totalement déracinée. Eux, ils sont encore dans un stade de création d'une culture nouvelle. C'est-à-dire que où, en fait, ils prennent des éléments, par exemple, de la culture occidentale, mais en mixant avec des éléments locaux. Et ça s'incarne de manière magnifique avec les tissus imprimés, par exemple, donc à ce niveau-là. L'autre élément aussi magnifique, ben, c'est le détournement, par exemple, que Ekef a fait avec les graphiques qui sont utilisés lors des rites, par exemple, dans des graphiques, et d'en faire des décorations d'objets, par exemple, usuels, qu'ils vendent aux touristes. Donc, ils sont plutôt, eux, dans une logique pareille. Vous voyez? Par exemple, ils n'ont pas choisi d'aller à Sombe.
Parce que s'ils étaient véritablement dans une logique de rejet de leur tradition, ils seraient allés, par exemple, pour moi, ça aurait été juste l'une des évidences, d'aller à Sombe, par exemple, la plus grande ville de la région, que de rester au village. Donc, le fait qu'ils restent encore au village, ça marque encore véritablement le fait qu'ils restent, malgré le fait qu'ils soient rejetés, ils restent encore profondément attachés et qu'ils sont plutôt dans une recombinaison, donc sur la base de l'influence occidentale, de leur culture locale. Mais jamais, à aucun moment, ils n'entrent dans le rejet de leur culture d'origine. L'autre élément même encore qui est flagrant, on va dire, hein, c'est par exemple que on sait que leur fille maîtrise la langue ékou. Hein, elle maîtrise la langue ékou. Donc elle comprend la langue ékou. Donc ce qui, et on sait très bien que si elle comprend cette langue ékou, ça veut dire que sa mère, donc déjà qui est étrangère, a appris cette langue. Première chose, puisqu'elle a pu parler. Hein, donc Ayane parle avec, puisque ces femmes d'ékou ne parlent pas du tout français. Et on sait par exemple que les forces rebelles, quand elles sont arrivées dans le village, par exemple, elles ont dû leur français, hein, donc qui parlait français, donc le Isilo, son discours a dû être traduit en langue ékou par ce fameux jeune qui s'appelait Epa. Donc, si même Ayane, donc la fille, parlait la langue ékou, on peut déjà supposer donc que si elle parle la langue ékou, ça veut dire que sa mère, qui n'est pas d'ékou, a appris la langue ékou, premièrement, puisqu'on sait par exemple qu'elle parlait aussi avec Io, donc sa belle-mère, par exemple, donc on peut supposer, si elle parlait avec Io, sa belle-mère, donc elle aussi a appris cette langue-là, première chose, et forcément, donc, ayant appris cette langue, elle l'a transmise à sa fille, parce que ultérieurement, sa fille va parler, par exemple, avec Ié, donc la matrone du village, en langue ékou. Elle va, par exemple, parler aussi avec une autre femme du village, Inoni, en langue ékou aussi. Donc, voilà la preuve, on va dire, la preuve ultime, hein, à mon avis, la preuve capitale, qui nous indique très bien que les parents d'Ayane ne sont pas du tout dans... ils sont certes, oui, dans la transgression par rapport à leur culture, culture locale, à leur culture locale d'origine, mais jamais ils ne sont dans le rejet de celle-ci. Au contraire, ils sont dans la recombinaison, donc dans une manière finalement de chercher quelque chose d'harmonieux entre l'influence, on va dire, coloniale, et puis leur culture traditionnelle, leur culture d'origine. Donc, je pense que c'était très important de mentionner cet aspect-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut donc dire d'Ayane sur cette base? Ce qu'on peut dire donc d'Ayane, c'est qu'elle est, donc la fille unique donc de ce couple d'Ama et puis d'Eke. On sait que quand elle était petite, son père la choyait beaucoup. Hein, donc son père la choyait beaucoup, il jouait avec elle, il était attentif à elle. Donc il fait vraiment les choses de femme, hein, finalement. Donc il faisait un peu les choses de femme, ce Eke. Il lui faisait des jouets en bois, et puis ainsi de suite. On sait par exemple qu'elle était, justement, grâce à toute cette attention que son père et sa mère lui accordaient, grâce à tous ces objets, ces jouets qu'ils mettaient à sa disposition, forcément ça attirait d'autres enfants, ça les incitait à venir jouer avec elle. Donc ce qui laisse supposer que les autres enfants n'avaient peut-être pas autant d'attention qui leur était accordée par leurs parents. Et c'est un peu par ce canal-là, hein, on va dire qu'elle a commencé à prendre progressivement conscience de ce qu'on disait d'elle et de ce qu'on disait aussi de, sa mère, par exemple. Donc on l'appelait la fille de l'étrangère. C'est-à-dire que son nom même, en fait, n'est pas du tout... C'est un nom qui n'a pas de signification chez les écous, par exemple. Donc, et comme c'est un nom qui n'a pas de signification, donc c'est encore une autre des transgressions de ses parents. C'est-à-dire qu'on comprend aussi très bien, ils sont de telle origine, en fait, d'une origine différente, et finalement, ils ont décidé de donner un prénom à leur enfant qui n'a rien à voir avec l'origine de l'un ou de l'autre. C'est vraiment de lui créer quelque chose de totalement unique. Et les gens d'écoute n'ont pas du tout... accepter ça, donc ce qui fait qu'elle n'a jamais par exemple été appelée Ayane, c'est-à-dire qu'on l'appelait toujours la fille de l'étranger, la fille de l'étranger, la fille de l'étrangère. Voyez un peu. Donc
on va dire son prénom même déjà l'a singularisé, hein, donc l'a beaucoup singularisé par rapport au reste de la population. L'autre élément aussi qu'on peut dire comme ça sur Ayane, c'est que elle était claire de peau. Hein, elle était claire de peau, donc enfin elle est claire de peau, donc on dit c'est couleur cacao. Hein, elle utilise le terme couleur cacao, donc la narratrice utilise le terme couleur cacao. Et d'après ce que l'on comprend par exemple, c'est en fait que ceux qui sont clairs de peau, par exemple, sont un peu considérés comme des revenants. Hein. Ceux qui sont clairs de peau sont considérés comme des revenants. Je pense que c'est un peu un thème pour ceux qui se sont un peu beaucoup intéressés à cette question-là au niveau de l'Afrique. C'est qu'il y a un peu cette idée-là qui est partagée au niveau de certains peuples, comme quoi plus la peau est claire, plus c'est un revenant. Par exemple, cela s'est produit lors de la rencontre entre les Européens et puis certaines populations africaines, où les populations africaines ont pensé que ceux qui revenaient, c'était les ancêtres, par exemple. Vous voyez, donc il y a un peu ce genre d'histoire-là, où plus la peau est claire, plus c'est un revenant. Donc ce qui fait que Ayane a été traitée de sorcière, justement, parce qu'elle avait la peau claire. Donc, ayant la peau claire ainsi, on peut supposer que c'est plutôt par sa mère. C'est-à-dire qu'on peut supposer qu'il est par sa mère. C'est-à-dire que finalement son père aurait une peau beaucoup plus foncée. Là, on est vraiment dans les suppositions. Son père aurait une peau beaucoup plus foncée. Sinon, on ne comprendrait pas. Enfin, sinon, il aurait sûrement peut-être aussi dû être exclu à un moment d'une certaine manière. Mais puisqu'on sait que l'exclusion chez lui vient simplement du fait qu'il ait choisi une femme ailleurs, par exemple, et qu'à partir de là, qu'à partir de là, il ait eu un mode de vie totalement différent par rapport à celui du clan. Donc, on peut supposer qu'avant ce phénomène-là, donc avant ces faits-là, il n'était pas du tout exclu. Donc, l'exclusion, finalement, vient par son choix, on va dire, d'union. Et donc, on peut supposer que Ama, cette femme élancée, d'après la description qu'il nous avait donnée, cette femme élancée, claire de peau, a dû transmettre donc ce trait-là, ce trait génétique à sa fille, donc Ayane, qui est claire de peau aussi. Et donc on assimile à une sorcière parce qu'on voyait un peu quelque chose comme une revenante, par exemple. Et donc ce terme de sorcière sera récurrent dans la manière de l'apercevoir. Par exemple, même plus tard encore, Ié, la matriarche du village, va encore même l'appeler sorcière et la chasser du village avec ce terme-là de tu es une sorcière, tu portes le mal en toi. Même sans le savoir, tu le transmets autour de toi. Donc, pars, fuis, dégage de ce village. Donc, Ayane est comme ça, donc une naissance où déjà elle est, euh, elle est considérée comme une sorcière. Et donc, tous ces autres enfants-là qui s'agglutinent autour d'elle pour profiter de ses jouets, pour profiter de l'attention que sa mère et son père lui accordent, vont donc comme ça lui relater tout cela et puis lui dire, oh ben tu sais, notre mère dit ceci, notre mère dit cela, et puis patati, et puis patata. Donc, tout cela va vraiment lui donner, avec ce cadre-là, un sentiment de son exception. Hein. Donc elle va vraiment grandir avec cette idée qu'elle est exceptionnelle, qu'elle n'est pas du tout comme les autres, qu'elle est exclue de cet environnement-là. Ça ira encore plus loin, justement. Ça ira encore plus loin dans le sens où, étant adulte, elle aura le sentiment qu'elle ne connaît pas les coutumes de cet endroit. Donc, si dans sa construction d'adulte, elle a ce sentiment-là, donc on peut encore, dans un système, en fait, avec une information pareille, s'interroger. C'est-à-dire qu'on a très bien vu qu'il y a eu une transmission de la langue. C'est-à-dire que Ayane parle la langue Ekou. Donc, à ce niveau-là, ses parents n'ont pas fait de rupture. Et ça, c'est capital. Parce que justement, dans les cas de colonisation, en fait, donc dans les cas, par exemple, d'aliénation culturelle, les parents vont la plupart du temps faire le choix de ne plus parler cette langue-là. Donc, ce n'est pas du tout le cas au niveau des parents. Donc, on peut supposer donc que, puisque ses parents étaient dans une sorte de recombinaison culturelle, au final, ce n'est pas en fait ses parents à Ayane qui ont voulu la couper de sa culture d'origine. Hein, que ce ne sont pas ses parents qui ont voulu la couper de sa culture d'origine. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un acte volontaire de la part de ses parents. C'est-à-dire qu'il y a
une autre intervention qui a eu lieu à ce niveau-là. Que si par exemple ça devait venir de ses parents, on aurait eu d'autres éléments qui nous auraient laissé entendre cela. Mais au contraire, là, on n'a pas du tout on n'a vraiment aucun élément à ce niveau-là. Donc, ce qui laisse entendre en fait que c'est un autre type, on va dire, de facteur qu'il faut prendre en considération ici. Et en fait, ce facteur qu'il faut prendre en considération, ben, on le trouve au niveau du roman. Donc, où en fait, on apprend que Ayane a grandi chez des sœurs. Hein? Voilà, donc, on apprend qu'elle a grandi chez des sœurs. Voilà. Donc, on dit c'est chez des sœurs, chez des sœurs, dans des missionnaires blanches. Donc, ça s'appelait les sœurs du perpétuel secours. Hein? Donc, à un moment, on n'a pas d'explication à ce niveau-là, par exemple. On n'a pas d'explication pourquoi est-ce que les parents d'Ayane l'ont envoyé chez les sœurs. On sait, par contre, qu'il y a ce souci-là, qu'elle apprenne, qu'elle s'éduque, et puis voilà, qu'elle avance dans la vie. On sait que ses parents, donc voilà, on n'a pas d'explication vraiment, hein, sauf celle qui est que ses parents ont envie qu'elle s'éduque. Et ce qu'on sait en fait, notamment de l'éducation, en tout cas de ce que la narratrice nous dit sur l'éducation qu'elle aurait reçue chez les sœurs du perpétuel secours, ce serait en fait que ces femmes-là, dans cet internat, donc elles pratiquaient l'injure et puis les châtiments corporels dans le but d'extirper des jeunes filles des excès de sensualité qu'elles auraient hérités du simple fait de leur naissance tropicale. Donc, à mon avis, c'est à ce niveau-là qu'une tangente, hein, qu'un nouveau chemin, un nouvel axe comme ça s'ouvre finalement dans l'éducation d'Ayane. C'est à mon avis à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce n'est pas au niveau de ses parents que que c'est pas l'éducation qu'elle reçoit de ses parents qui explique le fait qu'elle ne se sente, en fait qu'elle soit aussi ignorante que ça de sa coutume locale et puis des coutumes, qu'elle soit aussi ignorante de ses coutumes locales et qu'elle ne se sente pas du tout à sa place, que ce soit au Boassou ou en France. Donc c'est au niveau de l'éducation qu'elle reçoit chez les sœurs finalement que la césure se fait. Hein. C'est vraiment là où la rupture, à mon avis, se fait. Et c'est à ce moment-là, en fait c'est véritablement, à mon avis, cette éducation-là qui peut expliquer donc pourquoi est-ce qu'elle sera de plus en plus déphasée par rapport à sa société d'origine. C'est-à-dire que c'est là où on peut dire l'aliénation, au final, se met en œuvre. Hein. C'est là où l'aliénation se met en œuvre. Donc, est-ce qu'il y aurait de la part de ses parents, c'est-à-dire que est-ce que c'était la seule solution qui leur était offerte, par exemple? C'est-à-dire que est-ce que le fait qu'elle soit en internat chez les sœurs, ils n'avaient pas d'autre solution que de l'envoyer là? Est-ce que c'était parce que leur fille avait peut-être une bourse, par exemple, et que grâce à cette bourse, ça faisait à ce que les coûts de son éducation ne revenaient pas, enfin ne pesaient pas sur ses parents? Qu'est-ce qui explique ce choix-là? On n'a aucune information à ce niveau-là. Oh ben, je te remercie. Magnifique émission, nous découvrons plus de 60 ans d'indépendance que nous n'avons pas réussi à cultiver un véritable sentiment d'identité. Écoute, oui, oui. Et ce que je peux te dire à ce niveau-là, c'est que nous avons les ressources pour pouvoir nous en sortir. Voilà. Donc maintenant, ça dépend de nous. Hein, ça dépend de nous, c'est-à-dire que nous avons les ressources. Si on prend juste notre pays, nous avons les ressources. Nous sommes un grand pays. Nous avons des grands hommes, des grandes têtes, des grands cerveaux. On a tout. Donc nous avons les ressources. Donc maintenant, c'est à nous de prendre nos responsabilités devant l'histoire et puis de décider que nous allons avancer.
Voilà, si je peux résumer ça comme ça, nous avons les ressources et nous pouvons y arriver. Donc, au niveau... donc, pour revenir, donc, on n'a véritablement pas d'idée sur ce choix-là. Ben, je te souhaite aussi la bienvenue, Becca, et avec plaisir si tu as quelques questions. Non, nous n'avons pas du tout d'idée sur ce choix. C'est-à-dire que est-ce que c'est financièrement bon? Après, on sait quand même aussi que Eke, grâce à son activité, donc avait des revenus substantiels, hein. Donc, il avait un niveau de vie meilleur que celui du reste des villageois, par exemple. Mais est-ce que c'était suffisant pour envoyer sa fille à l'école ou pas? On n'a pas à ce niveau-là d'explication. Donc, ça reste un peu dans le vide. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, c'est véritablement lors de son passage chez les sœurs. Donc, il y a comme ça, on peut dire, un plan je sais pas si le mot est dit décervellement, hein, d'aliénation, donc de nettoyage de cerveau. Et c'est à ce niveau-là, à mon avis, que Ayane perd pied par rapport à sa culture d'origine. Voilà. Est-ce que le mouvement à ce niveau-là est juste à sens unique? C'est-à-dire que est-ce qu'elle n'a juste été que simple sujet ayant été manipulé au point où voilà, ou alors est-ce qu'elle-même aussi elle n'a pas fait des choix personnels? On n'a pas non plus d'éléments pour se déterminer à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, par exemple, si, ok, en plus, donc par exemple, elle aurait pu, à cause de cette éducation-là, réagir de manière différente, par exemple. C'est-à-dire que se révéler. Hein, c'est des possibilités. C'est-à-dire que tu reçois une éducation qui veut t'écerveler, donc t'éloigner le plus de ta culture d'origine premièrement, et en plus de ça, comme on a vu, donc de l'approche que ses parents avaient adoptée, qui était plutôt celle de la recombinaison culturelle, donc qui est une approche qui est relativement adaptée à la période, c'est-à-dire que hein, qui est moins, par exemple, axée sur un temps ancien que la population découvre. Donc, quelle est la réaction qu'elle-même a eue par rapport à toute l'éducation, à toute l'aliénation qui lui a été inculquée au niveau de cet internat catholique? On n'a pas d'idée à ce niveau-là. On a plutôt en fait l'impression que au final, elle s'est centrée sur elle-même. C'est-à-dire que sa fuite, par exemple, n'a pas été d'entrer en contestation, par exemple. C'est-à-dire qu'elle n'est pas entrée en contestation par rapport à quoi que ce soit, mais ça a été plutôt de se recentrer sur elle-même. C'est-à-dire qu'au final, de rejeter d'une certaine manière, on peut dire de manière formelle, hein, de tout rejeter donc de manière formelle, c'est-à-dire de dire je ne suis ni une occidentale, ni une africaine, donc de rejeter totalement cela, de se centrer sur elle-même en tant qu'individualité et de vivre en fait dans ce vide-là, où elle refuse tout ancrage à quoi que ce soit comme espace culturel. Donc voilà un peu la fuite qu'elle a eue. Donc c'est dans ce vide-là finalement où elle navigue que dans son retour à Boissou, elle est confrontée donc à ce fameux événement sur lequel nous allons arriver dans un petit moment après avoir abordé sa période, on va dire, adulte. Donc à savoir en fait que Ayane, avant d'aller donc en France, donc elle a fait cet internat et apparemment aussi elle est allée chez la tante, hein, donc chez sa tante, c'est-à-dire sa tante Wengisane. Hein, donc Wengisane, c'est cette cousine d'Ama, elles ont grandi ensemble, elles étaient comme des sœurs, elles s'entendaient très bien. Et à cause du bannissement donc d'Ama suite à son mariage avec Eke, elles ont perdu lien. Wengisane nous apprend par exemple qu'elle a beaucoup regretté de ne pas avoir fait l'effort, hein, ou bien de ne pas avoir pris le temps de se rapprocher à nouveau de sa cousine et puis ainsi de suite. Ce qu'on sait de Wengisane par exemple, c'est qu'elle a fait des études supérieures. Elle a fait des études supérieures et justement Wengisane c'est un peu le modèle de la combinaison aussi. C'est-à-dire que Wengisane est aussi dans la recombinaison culturelle par exemple. C'est-à-dire que Wengisane comprend, hein, donc elle est de l'Ossipotope par exemple, mais elle comprend très bien la logique culturelle dans laquelle les écous sont donc évoluent.
Hein. Par exemple, certaines décisions, certains choix qui sont faits, elle les comprend relativement. Donc, ce qui laisse donc justement, ce qui valide encore cette hypothèse-là, comme quoi il y a une proximité. Ben, salut mon cher Maury Verbidor, je te souhaite la cordiale bienvenue dans notre oasis. Donc, il y a comme ça dans cette proximité-là, enfin, qui valide donc cette hypothèse-là que j'ai formulée tout à l'heure de la proximité culturelle donc entre la population de l'Ossipotopé et puis celle de Mbouassou, parce que ben, justement Wengi Sané, qui est de l'Ossipotopé, elle comprend très très bien la logique culturelle dans laquelle évoluent les femmes d'Ekou. Elle va même essayer même de l'expliquer à un certain moment à Ayane, qui va rester très hermétique à tout cela. Donc elle a fait des études, elle reçoit donc Ayane chez elle. Ça, c'est vraiment une coutume, hein, c'est une tradition. Hein, c'est une tradition. Il est même arrivé, enfin, qui date de très très longtemps, c'est que qu'une personne confie son enfant à une autre pour différentes raisons. Ça peut être que la personne, par exemple, n'a pas d'enfant, puis je lui confie mon enfant. Ça peut être une raison du type... euh, euh, j'aimerais que cette personne-là apprenne certaines choses à mon enfant, par exemple. Hein? Bon, il y a tous ces mouvements-là, comme ça, où dans la coutume, en gros, dans les traditions, un enfant pouvait être confié à un cousin, à un frère, et ainsi de suite, à l'intérieur de la famille. Donc là, dans le cas échéant, on peut supposer que c'était pour permettre, enfin, on sait que c'était pour permettre à Ayane, lorsqu'elle a dû rejoindre l'université, c'était pour lui permettre de pouvoir suivre ses études et puis d'être dans un environnement, on va dire, relativement donc, familial. On sait aussi que Ayane est donc éprise de liberté, hein, c'est-à-dire que c'est peut-être des traits de son caractère comme ça qui revient aussi beaucoup. On sait que éprise de liberté, au final, elle est partie de chez sa tante. Hein, donc peut-être qu'elle ne se sentait plus relativement à l'aise chez sa tante. On ne sait pas par exemple, si sa tante est mariée ou pas. On sait par contre qu'elle a 3 enfants. Donc elle est partie de chez sa tante et partie donc de chez sa tante pour habiter dans un quartier qui s'appelle Kalati. Dans ce quartier, en fait, c'est le quartier universitaire. Elle a vécu chez une maquerelle qui avait un bar avec des filles qui travaillaient pour elle. Donc, on apprend par exemple toute la vie donc estudiantine qui est relativement misérable, qui pousse les filles à se prostituer et puis ainsi de suite. Donc, Ayane vit dans cet environnement. Donc, elle commence par faire, donc elle commence ses études universitaires à Sombé. Elle est poursuivie à Sombé et euh, elle rencontre finalement en boîte de nuit un Français, donc qui lui fait la cour, il la drague aux sorties de la boîte de nuit dans la rue et elle se mariera donc avec ce Français qui s'appelle Louis et elle ira en France. Donc on pense qu'elle a, enfin on peut supposer qu'elle a dû faire une sorte de regroupement familial avec lui, puis elle ira en France et en France elle poursuit ses études aussi. Ce qu'on sait justement, parce qu'on va peut-être aussi aborder l'aspect, hein, donc juste après l'aspect de la sexualité d'Ayane, je pense que c'est très instructif aussi sur le traumatisme dans lequel elle se situe. Donc elle vit avec lui, on peut supposer qu'elle fait aussi ses études. Donc on ne sait pas à quelle année d'études exactement elle est partie, par exemple, mais on sait qu'elle fait une thèse. C'est-à-dire qu'au moment où elle revient au Mboassou, on sait qu'elle est en année de thèse. Donc on peut, comme cela, imaginer que elle serait dans peut-être la trentaine. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où elle rentre au Mboassou pour visiter sa mère qui est malade, donc elle serait dans la trentaine. Donc si on compte qu'elle... bon, après, on est encore là dans les hypothèses, mais c'est juste pour se fixer un petit ordre d'idée, hein, par exemple. Donc si on compte, par exemple, qu'elle est... elle a fait une partie de ses études, donc elle a son baccalauréat, disons, à 16-17 ans. Elle fait une partie de ses études au Mboassou, donc on peut supposer que peut-être elle serait partie dans les 20 ans, par exemple, en Europe, donc avec son mari, donc son mari, lui, par exemple. Donc, et si elle a poursuivi ses études, oui, donc au maximum, elle aurait, enfin, au minimum, elle serait peut-être partie dans les 20 ans, 20, 21 ans, 22 ans, et elle reviendrait, et puis elle serait revenue donc au Mboassou dans les 30 ans, à peu près. Hein, ça nous donne un peu un ordre d'idée comme cela pour aussi se fixer
sur les différents âges auxquels elle a subi, enfin, elle se situe. Donc, ça nous amène donc à la sexualité d'Ayane, en fait, qui, à mon avis, est aussi un révélateur très fort de sa personnalité. Donc, on a déjà vu, d'une part, qu'elle est éprise de liberté, première chose. On a vu, deuxièmement, que à cause de son éducation, elle a dû, donc son éducation l'a aliénée. Et que sa réaction par rapport à l'aliénation donc de son éducation chez les sœurs l'a entraîné à au final rejeter en bloc que ce soit l'éducation occidentale, que ce soit l'éducation, en fait que ce soit l'influence, si je puis dire ça comme ça, occidentale, ou alors, et puis aussi l'influence écou, traditionnelle. Cela, je répète encore, c'est formel. C'est formel, c'est-à-dire que c'est juste ce qu'un individu dit. C'est-à-dire, comme on dit, c'est une position formelle. Ça ne traduit pas forcément la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un dit, par exemple, que oh, ben moi, la France, par exemple, c'est juste un pays où je vais aller faire mes études. Puis ça s'arrête là. Donc après ça, ben, je sais pas, mais c'est juste ça qui m'intéresse là-bas, je m'en fous du reste. C'est pas parce que quelqu'un dit ça qu'il ne subit pas d'influence de cet endroit-là, avant comme après. De la même manière, c'est pas parce qu'elle rejette aussi cette influence écoute que elle ne la subit pas aussi d'une certaine manière. Donc c'est juste une position formelle, une position d'attente. Et on peut même dire en fait quelque part que c'est une position traumatique. C'est une position traumatique. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui ne veut pas se déterminer par rapport à un environnement, ou alors par rapport à, oui, on peut dire par rapport à un environnement, c'est qu'elle refuse en fait la détermination. C'est-à-dire qu'elle refuse finalement d'accepter qui elle est, quelque part. Donc c'est ça le traumatisme, c'est vraiment l'ordre du traumatisme psychologique, c'est ça le traumatisme d'Ayane, principalement. C'est-à-dire que elle a les difficultés d'accepter qui elle est. Donc avant que l'histoire ne commence et ainsi de suite, voilà un peu la situation dans laquelle cette jeune fille-là se trouve. Et ce qui est justement très intéressant, donc on ne sait pas si l'auteur est lecteur de Freud ou alors de la psychanalyse et puis ainsi de suite, mais il y a justement la clé, à mon avis, la clé de ce traumatisme-là qui se trouve dans sa sexualité. C'est-à-dire vraiment la clé de ce traumatisme identitaire qui se trouve dans la sexualité. Et en fait, comment est-ce que je suis remonté à ce traumatisme-là? C'est-à-dire, donc, il y a d'abord un premier élément comme ça qui a trait à l'enfance. Qui a trait à l'enfance. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on apprend en fait dans l'enfance d'Ayane donc, pour comprendre ce traumatisme? On apprend que peut-être déjà donner un élément contextuel. Un élément contextuel. C'est-à-dire qu'au niveau des mœurs, donc écoute, il n'y a pas une obligation, par exemple, pour une femme d'être vierge avant le mariage. Il n'y a pas une obligation pareille. Donc on sait par exemple que dès qu'il y a une obligation d'être vierge, un peu comme dans les sociétés occidentales, d'être vierge avant le mariage, donc forcément qu'il y ait une société patriarcale, parce qu'on a besoin quand même que l'enfant soit sûr que les enfants sont les enfants du père, donc la femme doit être vierge, et puis quand elle est mariée, on doit s'assurer que n'importe quel homme ne peut pas venir lui faire des enfants, donc ça s'élargit même, on peut dire même aux sociétés sémitiques, parce que ça se retrouve un peu dans tous ces types de sociétés-là. Même dans le monde arabe, par exemple, encore aujourd'hui, on a toujours cette situation qui pèse sur la manière dont les femmes sont traitées, par exemple. Donc, c'est plutôt le contraire. Donc, comme je disais, société matriarcale dans ce monde écoute, c'est le contraire qui intervient là. C'est-à-dire que les femmes, jusqu'au mariage, donc jusqu'à ce qu'elles commencent à devenir celles qui portent tout le pays, donc ce pays qui est dans une décadence exceptionnelle. Donc jusqu'au mariage, finalement, ces femmes-là donc ont une une grande liberté sexuelle, quoi. C'est-à-dire qu'elles, on apprend par exemple que les gens couchent dans les fourrés, c'est-à-dire que ça baise un peu partout, voilà. On sait que par exemple, dès 9 ans déjà, une fille peut avoir une sexualité, et ainsi de suite, voilà. Donc il y a une liberté sexuelle. Ce qui fait même finalement, c'est-à-dire que ce qui me fait même souvent comprendre d'une certaine manière
l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, il y a des courants comme l'afroféminisme, par exemple, qui existent. C'est-à-dire que dès le moment où le type de société dans lequel ces filles-là sont issues, hein, avec les influences culturelles qu'elles peuvent vivre, forcément qu'elles ne peuvent pas envisager leur manière d'être féministes de la même façon que des Européennes, par exemple, qui auraient un autre ancrage culturel, et puis ainsi de suite. Donc, une nuance à ce niveau-là peut éventuellement se comprendre donc, par ce genre d'événement-là. Donc, où finalement, la femme quand même africaine, on peut dire historiquement, n'avait pas le même asservissement, hein, que les femmes européennes, par exemple. Donc, on peut voir la chose à ce niveau-là. Donc, il y a une grande liberté sexuelle, les gens font l'amour, et puis ainsi de suite. Donc, les adolescents, à 9 ans déjà, font l'amour, à 12 ans, et ainsi de suite. Elles font même les enfants tôt. Et il est même apprécié, même souvent, qu'une femme fasse des enfants avant le mariage, parce que justement, ça démontre bien qu'elle est fertile et que elle pourra offrir une descendance bien grande à son mari. Donc, voilà à peu près le contexte dans lequel donc Ayane est grandi. Et ce qui se produit donc, c'est que bon, on apprend même par exemple aussi justement que les filles par exemple se font dépuceler très tôt. Ça peut être même dans un cadre familial par exemple. Bon, on ne sait pas si c'est des coutumes, on va dire, on ne sait pas si c'est dans l'ordre de la coutume ou alors si c'est dans l'ordre de la transgression à l'intérieur de la coutume. Ça, c'est un élément qui ne nous a pas été fourni par le roman pour pouvoir déterminer. Moi, ce que je peux justement dire sur un sujet pareil, de par mon expérience, bon après maintenant, j'ai été enfant, donc il n'y a pas très longtemps, donc je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est comparable, mais de par mon expérience, par exemple, ce type de phénomène-là, c'est-à-dire que où il y a des relations sexuelles à l'intérieur des cousins, cousines en bas âge, par exemple, euh, n'était pas prescrite. Ça ne faisait pas partie des choses qu'on recommandait. Mais ça se faisait juste parce qu'il y avait la proximité et puis ainsi de suite. Je ne sais pas, peut-être s'il y a parmi nous des Européens qui pourraient éventuellement nous dire si s'ils ont pu observer ce genre de phénomène-là lors de leur enfance, donc des cousins, cousines qui se retrouvant, par exemple, lors des soupers de Noël familiaux, ainsi de suite, et à cause de cette proximité-là, s'il y a eu des relations ou pas. Donc, est-ce que c'est de l'ordre du ressort culturel, ou alors est-ce que c'est juste l'éveil, on va dire, comment dire ça, l'éveil initial de la sexualité, l'éveil, oui, est-ce que c'est juste une sorte d'éveil de la sexualité qui fait à ce que les choses se produisent comme ça? Donc je n'ai pas d'explication à ce niveau, mais en tout cas, de par mon expérience, je sais juste que ça se produit, mais que ce n'est pas prescrit. Voilà, donc ça reste sous le sceau du secret. Voilà. Donc, est-ce que c'est ce qui se produisait aussi au niveau du pays, écoute, ainsi de suite? Bon, on peut éventuellement lancer l'hypothèse comme ça, même sans avoir beaucoup plus d'éléments au niveau du roman. Donc, dans cet environnement-là, donc, la réaction d'Ayane sera très particulière, c'est-à-dire qu'elle va en fait considérer le dépucelage comme quelque chose c'est-à-dire que de donner un privilège très important à un homme. C'est-à-dire qu'elle considérera, donc très jeune, hein, je pense elle est âgée de 12 ans, donc elle considérera le dépucelage comme de donner un pouvoir, hein, très très fort à un homme. Et donc au final, elle va décider, donc par elle-même, de se dépuceler avec un tubercule de manioc, donc de s'infliger à elle-même cette pratique pour ne pas donner ce privilège à un homme qui pourrait éventuellement se targuer d'avoir été celui qui l'a dépucelé. Et puis ainsi de suite. Donc déjà, il y a, à mon avis, quelque chose comme ça qui nous donne donc des indices de ce traumatisme-là dans lequel Ayane se situe. Et ce traumatisme encore va devenir beaucoup plus patent dans son âge adulte. Il va devenir patent dans son âge adulte, donc dans sa relation avec lui. Donc lui, ce Français donc là, qui l'a rencontré au Soul Food et puis qui va l'épouser, qui va l'amener finalement à vivre en France. Et en fait, dans sa relation donc avec lui, qu'est-ce qui va se produire par exemple? Ce qui va se produire, c'est que lui voudra avoir des enfants. Donc il voudra avoir des enfants. Par contre, Ayane sera toujours opposée. Salut ma chère Dora, j'espère que tu vas bien. Par contre, Ayane sera toujours opposée à faire des enfants. Donc,
il n'y aura pas forcément une explication qu'elle va fournir à ce niveau-là, mais sera opposée à faire des enfants. C'est-à-dire que là aussi, on entre encore dans, dans une des caractéristiques de ce traumatisme-là. C'est-à-dire que c'est un peu comme si elle n'est pas finalement en accord avec elle-même. Parce que je pense que la décision de faire des enfants signifie aussi qu'un individu est en accord avec lui-même et qu'il pense justement qu'il a quelque chose à transmettre. Il pense justement qu'il a quelque chose à transmettre. Bon, à moins qu'on considère que les parents sont tous des inconscients qui font des enfants et puis qui après se débrouillent avec tout cela et ainsi de suite. Mais bon, compte tenu de son éducation, parce que si peut-être elle n'avait pas eu d'éducation, si elle était une femme d'écoute, bon, on aurait pu peut-être concevoir que, bon, ben voilà, elle, bon, déjà qu'elle aurait fait des enfants, ça c'est sûr et certain. C'est qu'il n'y aurait pas eu de raison qu'elle ne fasse pas d'enfants si c'est une fille d'écoute. C'est-à-dire que si elle n'avait pas fait d'enfants, ça aurait juste été parce que physiquement, son corps ne lui permettait pas. Mais là, justement, il y a son éducation. Donc, et c'est par son éducation, donc c'est là où vraiment encore on a la concrétisation vraiment de ce trouble-là, de ce traumatisme identitaire-là qui la travaille. C'est justement que de par son éducation, donc, et de par cette fameuse prise de position-là que j'avais décrite précédemment, c'est-à-dire que qui est en fait celle de rejeter de manière formelle les deux influences culturelles, donc occidentale et puis écou, donc elle les rejette totalement. Et donc, de par son éducation, justement, on peut comprendre qu'elle a une réflexivité donc par rapport à ce qu'elle, en tant que femme, peut apporter à un enfant et que, comme cette question, elle n'est pas tirée au clair, comme elle n'a pas répondu, disons, de manière pour elle relativement satisfaisante à cette question, cela la bloque et l'empêche finalement donc d'accéder à la maternité. Donc il y a véritablement encore la traduction, à mon avis, à ce niveau-là de ce traumatisme-là. C'est-à-dire qu'au final, qu'est-ce que je vais transmettre? Qu'est-ce que je vais transmettre à cet enfant-là? Et ça sera quoi cet enfant? Et puis même moi déjà, si dans le déni, si on peut qualifier ça comme ça, dans le déni dans lequel elle se situe, c'est ce vide-là, de refuser tout ancrage, de refuser toute influence, de refuser de manière peu formelle toute origine. Si elle-même dans ce déni, ben, elle ne peut rien apporter à un enfant. Et donc je pense que pour elle, finalement, c'est même la décision la plus saine qu'il soit, c'est de ne pas avoir d'enfant, de refuser totalement d'avoir d'enfants, et même peut-être donc de vouloir en fait que toute cette histoire-là finalement s'arrête à elle. C'est-à-dire que toute cette histoire s'arrête à elle, donc qu'il n'y ait pas une transmission finalement de ce traumatisme à une autre personne. Voilà. Donc, voilà, à mon avis, donc, avant que Ayane n'arrive dans son village d'Ekou pour visiter sa mère, voilà le traumatisme identitaire dans lequel elle se situe, un traumatisme identitaire donc dont on a trouvé, on va dire, des traces, ou alors qu'on a pu mettre en évidence, on va dire, à travers sa sexualité. Donc d'une part, enfant, où elle se dépucelle avec un tubercule de manioc, et adulte où elle refuse finalement d'accéder à la maternité parce que n'étant pas au clair avec elle-même, n'étant pas au clair avec ce qu'elle peut transmettre à un enfant comme valeur, comme appartenance aussi à mon avis surtout, elle décide finalement d'accepter, en fait de rompre, de rompre avec lui, par exemple, de rompre avec lui, donc de retrouver sa liberté, cette fameuse quête de liberté qu'Ayane est. On se dit finalement, mais comme si des fantômes, c'est comme une femme comme ça qui a des fantômes qui la suivent, elle veut se libérer de tous ces fantômes-là, et tout en restant dans le vide. C'est-à-dire qu'il y a ce vide, cette tentative comme cela nihiliste, quoi. C'est-à-dire que de tout refuser en espérant en fait que dans le refus de tout, au final, on trouve une rédemption, une voie, et tout en sachant quand même que le refus de tout, au final, c'est la preuve même capitale que le traumatisme est encore très actif. Donc voilà comment est-ce que, dans quel état est-ce que Ayane donc arrive dans le pays Ekou. Et donc elle arrive donc dans le pays Ekou, et il y a forcément, elle a oublié toutes les traditions, comment est-ce qu'on doit arriver quand on rend visite aux gens, par exemple. C'est-à-dire que quand on rend visite aux gens, ben, on doit apporter par exemple des présents, il y a des présents qui doivent être apportés.
Et ce d'autant plus que, comme tout le monde savait qu'elle venait de France, donc il y a encore quelques attentes quand même à ce niveau-là, donc qu'elle ramène quelque chose au moins à quelqu'un, une sorte d'attention, ainsi de suite. Donc ça reste même encore une tradition très forte au jour d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que quand, notamment si je prends le cas du Cameroun par exemple, et quand tu rentres au Cameroun pour les vacances et puis ainsi de suite, mais si tu n'as pas apporté des présents à la famille, je veux dire, certains peuvent très mal le vivre et puis te le faire ressentir de manière très très vive, parfois violente. Donc il y a vraiment une attente comme cela que les gens donnent des cadeaux. Donc elle a complètement oublié, par exemple, ce genre de tradition là. Donc elle revient voir sa mère, bras ballants, et sa mère décède. Donc sa mère décède et il y a donc une scène, cette fameuse scène de cannibalisme là qui va se produire, c'est-à-dire que cette scène où les soldats, donc ces fameux 27 soldats des forces du changement vont entrer dans Ekou, ils vont pratiquer donc ce rite de cannibalisme, tuer un enfant, le petit Eia, et puis le donner à manger à tout le monde après que la viande de ses fesses et puis de ses cuisses eût été préparée. Donc Ayane, comme elle était exclue par le reste des femmes, hein, donc c'est un peu ça la chose, c'est-à-dire elle s'est rendue compte qu'on a toujours continué à la considérer comme étant une sorcière, qu'on l'a toujours considérée comme la fille de l'étranger, donc elle est immédiatement exclue, hein, ça c'est sûr et certain. Et donc ce qui fait qu'elle est toujours à la périphérie comme ça du village, il y a un manguier, hein, quelque part près de cette fameuse forêt qui est à l'arrière du village. Et donc c'est en fait quand elle est au pied de ce manguier là que les forces du changement arrivent. Voilà. Donc elle voit de loin ce qui se passe, mais elle n'entend rien. Donc elle n'entend rien du tout et elle voit certaines choses, mais elle ne voit pas tout non plus. Donc elle a une vision, on va dire comme ça, parcellaire de ce qui se passe. Donc ce qui fait que lorsque elle va prendre finalement connaissance de tout ce qui s'est passé, son traumatisme, hein, c'est-à-dire ce fameux traumatisme-là identitaire dans lequel elle se situe, va donc remonter à la surface. Hein, donc il va totalement remonter à la surface, c'est-à-dire que le côté finalement, on va dire le côté écoute. Hein, c'est-à-dire que donc ces traditions dont elle est issue et puis ainsi de suite. C'est-à-dire que par rapport à cette position qu'elle avait finalement d'être dans le nini, c'est-à-dire que je ne suis ni française, même si je vis en France, je ne suis ni de Ekou, même si je viens d'Ekou, donc ce nini dans lequel elle est, ben, au final, il va commencer à tomber. Hein, il va commencer à tomber dès ce moment-là. Donc il va tomber notamment donc, dans l'interrogation. C'est-à-dire que et c'est là où finalement on a la preuve, hein, on a l'évidence en tout cas que ce nini, c'est une position formelle. C'est une position formelle. Parce que s'il faut véritablement caractériser Ayane, on peut sans se tromper la caractériser comme étant très occidentalisée. C'est-à-dire que par son comportement, hein, par sa pensée, par exemple, elle est très occidentalisée. Donc même si pour elle, sa prise de position, c'est ni occidentale, ni écou, concrètement, elle est occidentalisée. Et celle en fait qui va révéler ça et qui va même en fait m'inspirer cette idée-là de traumatisme identitaire, c'est en fait Wengisane. Donc Wengisane, donc la fameuse tante d'Ayane, c'est-à-dire que de par son parcours d'études, bon, c'est pas les études qu'elle a faites, mais elle a dû faire des études poussées. Elle a un très beau statut social, donc elle a une villa dans un quartier UP, hein, donc, dans un quartier UP de Sombé. On sait qu'elle est relativement autonome, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si elle est mariée ou pas, mais en tout cas, elle a des enfants et elle a un standing de vie qui est relativement élevé, donc elle a fait de grandes études. Et en fait, c'est Wengisane qui va véritablement jouer donc le rôle d'essayer de faire comprendre à Ayane sa culture, donc la culture ékou, par exemple. Donc, et de la faire pénétrer dans la mentalité ékou. Et c'est elle qui va mettre les mots en fait sur le traumatisme d'Ayane. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, je me suis même demandé si
Wengisane n'était pas finalement celle qui incarnait les idées de l'auteur, par exemple. C'est-à-dire que si en fait l'auteur ne s'était pas mis sous la peau, ne s'était pas caché sous Wengisane pour exprimer finalement sa pensée. C'est-à-dire que c'est vraiment Wengisane qui, c'est ça que je parlais tout à l'heure, mais est-ce que l'auteur s'est inspiré de Freud pour décrire pour décrire ce personnage, mais c'est véritablement Wengisane qui joue le rôle de psychologue là, hein. C'est elle qui joue le rôle de psychologue, c'est-à-dire que c'est elle qui met les mots en fait sur le traumatisme, c'est elle qui révèle finalement les choses, c'est-à-dire de dire que non mais attends, mais tu dis par exemple que tu es dans le ni culturel, ni d'ici, ni de là, mais en fait tu es totalement une occidentale, quoi, hein. C'est-à-dire que dans ce que tu es une occidentale, tu es totalement éloigné de tout cela, et c'est même Wengisane qui va même lui proposer, par exemple, de rester un peu plus longtemps au Mboassou pour pouvoir justement se réapproprier un tout petit peu de cette culture locale, hein, se réapproprier un peu de cette culture locale. Donc là, c'est la thèse, hein, on va dire, c'est la thèse vraiment, on va dire, c'est vraiment la thèse principale qui permet de comprendre donc le personnage d'Ayane. Il y a quand même, parce que ça je pense que c'est très intéressant de le noter, c'est-à-dire qu'il y a quand même, on va dire, quelques points qui sont entrés comme en incohérence, par exemple, par rapport à ce parcours. C'est-à-dire que on sait par exemple que Ayane est rentrée en Mboassou pour voir sa mère 3 ans après une précédente visite. Donc 3 ans après une précédente visite. Donc, on n'est pas dans un cas, par exemple, ici. Et en plus, on sait qu'elle fait une thèse. Donc, elle n'a pas 50 ans. Elle est très jeune. Donc, et on sait, par exemple, aussi que donc, il y a juste 3 ans qui séparent deux visites. Donc, est-ce que c'était entre son départ et puis le retour à Ekou, est-ce que c'est la seule fois qu'elle est venue? Pourquoi pas? Donc, si on dit 3 ans avant, donc on s'est dit elle avait 30 ans, donc elle est rentrée à 27 ans. Puis elle est partie approximativement à 20 ans. Donc, elle a fait 7 ans. Par exemple, on peut partir comme ça. Elle fait 7 ans avant de rentrer, donc pour voir sa mère qui est malade. Donc, c'est là où justement, moi je me serais attendu par ma société, que je me serais en fait attendu par exemple parce qu'elle ne soit pas rentrée du tout. C'est-à-dire que depuis son départ, elle ne soit pas rentrée du tout. Parce que au final, si elle était rentrée il y a 3 ans, elle est forcément venue voir sa mère. Et là, elle aurait vécu en fait déjà à ce moment-là une partie de l'accueil qui lui a été réservé par les gens d'Ekou. Donc on n'a pas eu plus de détails à ce niveau-là, mais en tout cas, la surprise par exemple qu'elle éprouve quand elle revient voir sa mère, à mon avis, elle aurait déjà été préparée à cela 3 ans plus tôt. Parce qu'on imagine quand même difficilement qu'elle ait pu rentrer par exemple à Ekou et qu'elle ne soit pas allée visiter sa mère. Voilà. À moins alors qu'elle soit rentrée, mais qu'elle soit restée à Sombé sans rentrer au village, et donc et que ce soit plutôt sa mère qui se soit déplacée. Bon, ce qui semble quand même relativement invraisemblable, c'est que la moindre des choses à ce niveau-là, à mon avis, serait qu'elle rentre donc 3 ans avant le dernier retour, et qu'elle se rende donc dans son village, donc à Ekou, et que justement, donc à ce moment-là, elle aurait vécu en fait une partie, donc ce que par exemple sa connaissance, on va dire, hein, sa connaissance par exemple des mœurs, des coups et puis ainsi de suite, à ce moment-là donc elle aurait déjà acquis une partie des notions. Parce qu'au final, ça peut se comprendre comme ça. Compte tenu de son éducation, ainsi de suite, elle est partie à l'internat, donc elle a dû partir à l'internat, donc étant adolescent, donc ce qui veut en fait dire qu'une partie, par exemple, des rites culturels qui se pratiquent en pays Ekou, elle ne les connaît pas du tout. Et en plus de cela, l'exclusion même par exemple de sa mère veut aussi dire que sûrement, peut-être sa mère n'est pas inclue dans les rites traditionnels et ainsi de suite, et que forcément, par exemple, si même sa fille, et que même sa fille, même en restant peut-être à Ekou, n'aurait pas du tout été initiée, donc le décalage se serait déjà produit. Mais par contre, au niveau de l'impact
ce rejet peut avoir sur elle, on suppose en fait qu'elle l'aurait forcément vécu 3 ans plus tôt. Parce que dès le moment où on l'aurait reconnue lors de son précédent voyage comme étant la fille d'Ama, forcément qu'elle aurait dû vivre déjà une partie des choses. Donc ce qui fait que venant donc une deuxième fois après, pendant la maladie de sa mère, elle aurait déjà été préparée d'une certaine manière à la réception, on va dire, froide, à l'exclusion qu'on lui a témoigné lors de ce séjour-là. Donc, c'est un peu ce petit détail, à mon avis, que j'ai trouvé comme étant, n'étant pas du tout en résonance par rapport à tout le cheminement du personnage d'Ayane, c'est-à-dire que le fait qu'elle soit retournée 3 ans avant, parce qu'au final, ça invalide totalement la réception en fait, qui lui sera faite, ou alors non, en fait plutôt sa perception, disons, de la réception froide qui lui sera faite de la part des femmes des coups. Par exemple, elle aurait appris dès ce moment-là que quand tu reviens, il faut amener quelque chose, parce que justement, on lui aurait fait ressentir 3 ans plus tôt quand elle était revenue. Voilà, donc il y a un peu comme ça des petites incohérences qu'on a pu noter au niveau du cheminement d'Ayane. Voilà, donc on arrive donc progressivement à la fin de ce programme. J'espère en fait avoir répondu donc à la question de qui est Ayane. C'est-à-dire et d'avoir en fait pu décrire comme cela que Ayane, c'est une fille qui vit un traumatisme identitaire, qui en réponse à ce traumatisme identitaire a décidé d'être dans le déni, donc dans une sorte de nihilisme comme ça. Je ne suis ni française ni Décou. Et c'est en arrivant finalement en pays Écou qu'elle va avoir une sorte de sursaut en prenant connaissance de cet acte cannibale, de cannibalisme qui a été reproduit. Et donc cela va l'amener dans un chemin d'interrogation. Un chemin d'interrogation, un chemin de compréhension de soi. C'est-à-dire qu'elle sera d'abord dans un premier temps dans le jugement. Donc, et dans son jugement, en fait, ça va témoigner finalement de quoi? Ça va en fait témoigner que son nihilisme n'était que formel parce que de par sa personnalité, elle est véritablement occidentale. Donc elle va en fait poser sur la culture Écou un regard occidental, comme une sorte d'anthropologue qui vient découvrir, bien d'ethnologue qui vient découvrir un pays qui ne prend pas suffisamment de distance, donc pose un regard occidental. Elle va interroger cette société-là dans le sens de dire que quelle est votre part de responsabilité dans tout ce qui vous arrive, par exemple, et pourquoi est-ce que, par exemple, vous pouvez accepter de vous faire malmener de la sorte, comme avec ces gens des coups, pourquoi est-ce que vous acceptez de manger cette viande-là, cette viande humaine, si c'est contre vos coutumes. Donc ça, c'est quelque chose pour elle qu'elle ne comprend pas. Et elle rattache véritablement ça sous le règne de la dignité humaine, de la fierté humaine, en disant que, en prenant même par exemple l'exemple des Indiens d'Amérique, à un moment, c'est-à-dire qu'elle va par exemple dire que, ben voilà, les Indiens d'Amérique, donc dans sa discussion avec Satan, les Indiens d'Amérique, par exemple, ont payé le prix fort. C'est-à-dire que quand les Européens les ont colonisés, ils ont accepté de mourir au lieu d'être mis en esclavage, par exemple. Et ce qui a fait à ce que, au final, les Européens ont dû se rabattre sur l'Afrique, et puis c'est les Africains qui sont allés en esclavage là-bas. Donc, elle, c'est ça qu'elle reproche finalement aux gens d'Écou. C'est cette passivité-là par rapport à leur destin. C'est-à-dire que comment est-ce que vous pouvez accepter toutes ces horreurs, par exemple. Et ça l'amène même, par exemple, à dire, et c'est un peu ça au niveau de la fin du roman, ça l'amène même par exemple aussi à dire que même par exemple la traite, donc la traite négrière, n'a été possible qu'à cause de complicité locale. N'a été possible qu'à cause de complicité locale. C'est-à-dire que je pense que vous percevez un peu bien son argument là. Elle parle vraiment des Indiens en disant que par exemple, les Indiens d'Amérique, eux, ils ont refusé l'esclavage, ils ont refusé la domination, puis on les a liquidés.
Et donc que si les Africains ont été transportés aux États-Unis, ben, c'est juste parce qu'ils l'ont accepté, quoi. Et puis, donc, il y a eu des complicités. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de complicité, ça n'aurait été pas possible. Parce que s'ils avaient eu une réaction, donc, comme elle dit, humaine, digne, comme les Indiens d'Amérique, ben, ils se seraient soit tués, soit ainsi de suite. Et puis, ben, les Européens auraient compris que ça ne vaut pas la peine de venir chercher les Africains pour les mettre en esclavage. Donc, voilà un peu son hypothèse. Donc, que si ça s'est produit, il y a forcément des complicités locales, il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir faire accepter cette chose aux individus-là. Et donc c'est en fait ce fil rouge finalement, et là-dessus, elle va faire tous les efforts possibles, mais elle va quand même rester bloquée totalement là-dessus, donc avec son hypothèse, c'est-à-dire que là, finalement, la tentative de résolution de son traumatisme, en fait, ce serait quelque chose dans le genre, je vais, notamment avec cette fameuse radio africaine où elle va écouter des émissions ésotériques, ainsi de suite, pendant son séjour, ça sera premièrement, ben, je vais rester un petit peu plus dans le pays pour apprendre à le découvrir, un peu plus ouvrir les yeux, essayer de comprendre un peu deux, trois choses, et puis ainsi de suite. Mais par contre, elle va rester butée, mais alors totalement butée sur cette idée-là que si au final, le pays tel qu'elle le trouve est dans un état de décadence pareil, hein, donc de déchéance totale avec la guerre que ça a entraîné et puis ainsi de suite, donc c'est quand même une situation totalement chaotique. Donc s'il se trouve dans un état pareil, c'est parce que historiquement, les populations ont tendance à accepter l'inacceptable et que c'est ça qui explique la situation actuelle. Donc c'est l'accumulation de tout cela. Et elle va même encore aller plus loin dans sa proposition justement, qui sera en fait de dire que si en fait on est en mesure de reconnaître notre part de responsabilité, hein, donc quelque chose comme ça, dans ce qui nous arrive, alors là, il y a une possibilité d'être sauvé, de s'en sortir. Hein. Donc c'est un peu l'approche comme ça qu'elle va porter. C'est-à-dire que elle ne dirait pas, par exemple, si on prend un peu le cas, si on veut comparer sa thèse avec, par exemple, celle des forces du changement, elle ne dirait pas, par exemple, comme eux, ils pourraient le dire que, ah non, mais nous, on n'a rien fait, nous, on était tranquilles chez nous, c'est les Européens qui sont venus avec leurs bateaux, ils ont commencé à nous attaquer, à nous piller, à prendre nos gens, à brûler nos villages, hein, nous, on n'a rien fait. Hein, c'est eux-mêmes qui ont tout organisé. Par exemple, nous, dans nos langues locales, on ne connaît pas des termes comme esclaves, ainsi de suite. Nous, on avait, oui, des captifs de guerre, comme un peu on a vu au niveau de la structure sociale, et puis de l'architecture du village d'Éco. Oui, nous, on avait des captifs de guerre, mais la preuve, si vous regardez par exemple Éco, ces captifs de guerre ont été intégrés progressivement dans la collectivité. Et il n'y a que vraiment quelques rares personnes qui savent quelles sont leurs origines et puis ainsi de suite. Mais sinon, non, nous on ne fait pas hein, on n'a pas pratiqué l'esclavage et puis ainsi de suite. Il y a juste eu un peu de servitude et puis ben voilà quoi, ça s'arrête là. Mais l'esclavage dans le sens où un individu est la propriété d'un autre, non, nous on ne connaît pas du tout ce genre de notion là. Donc ce serait par exemple ce type de réponse, hein, donc que des gens par exemple des forces du changement afrocentriste pourraient opposer à Ayane, mais elle, par contre, ce serait de dire, en partant justement de l'exemple des Amérindiens qui, eux, ont refusé cela et qui en ont payé le prix fort en étant décimés, ce serait de dire, ben, si ça s'est produit chez nous, c'est parce qu'on l'a accepté, point barre. Voilà. Donc pour elle, ça ne souffre même pas du tout de contestation. Donc ça fera donc l'objet de la troisième, en fait, de la quatrième et dernière partie de notre discussion sur l'intérieur de la nuit, donc où on va donc opposer ces deux thèses-là, en gros, pour expliquer la décadence, hein, la déchéance de l'Afrique. Donc d'une part, cette thèse en fait afrocentriste qui dit que, ben voilà, tout le mal, finalement, vient de l'extérieur. Donc, c'est les Occidentaux, ils sont venus, ils ont déjà ravagé nos frères pendant des siècles et des siècles pour les envoyer en esclavage. Et après, ils sont encore revenus pour s'installer et puis pour nous piller. Et puis, ben voilà, c'est pour ça que nous sommes dans une situation aussi pitoyable que celle où nous sommes maintenant. Et puis, ben, il y a Ayane qui est dans sa crise, hein, on va dire, elle est dans son traumatisme identitaire. Elle a d'abord un passage contre la nihiliste où elle refuse
son appartenance, que ce soit au monde écour ou bien au monde occidental, mais grâce à la psychologue, hein, derrière laquelle on peut voir comme cela les traits de l'auteur, grâce à la psychologue Wendy Saner, on comprend finalement la dimension de son traumatisme et on se rend finalement compte que sa prise de position, elle est formelle, mais que par contre, elle est très occidentalisée. Elle prend quand même sur elle, à un moment de son parcours, disons, de clarifier, en fait, c'est que de clarifier, hein, donc de clarifier sa position par rapport aux gens d'écoute, par rapport à la tradition écoute, c'est-à-dire que de comprendre peut-être un peu mieux ces traditions-là, mais malgré ses efforts et tout, elle reste ancrée, hein, elle reste profondément ancrée dans sa position, qui est en fait de dire que si au final, le Boassou se retrouve dans la décadence où il est, c'est parce que il a une tradition qui l'incite à accepter l'inacceptable et que il doit aussi prendre sa part de responsabilité dans le destin tragique qui est le sien et que tant qu'il ne prendra pas sa part de responsabilité, il demeurera en quelque sorte dans la folie, comme l'incarne ce personnage des Poupas, une brillante étudiante, belle, claire de peau, qui, à force de répéter, à force d'avoir compris justement cela, que apparemment les gens du bois ont participé au commerce des esclaves, donc, et qui essaie de révéler ça au reste de sa famille, à ses proches, se voit exclu, banni, puis on la traite de folle. Donc tant que, au final, le Mboassou n'acceptera pas son implication dans le drame qu'il vit, tant qu'il ne reconnaîtra pas que dans ces traditions, il y a les gènes il y a des gènes porteurs finalement de la déchéance dans laquelle il se trouve, tant qu'il n'admettra pas tout cela, il sera comme Epoupa, ouais, dans cette folie destructrice qui, au final, ne lui permettra jamais de s'en sortir. Donc, chers amis de l'Oasis, je vous remercie encore de votre attention ce soir pour cette troisième lecture de l'intérieur de la nuit et je vous donne rendez-vous bientôt pour le quatrième et dernier numéro où donc on va discuter ces deux approches-là explicatives de la déchéance du Mboassou de l'Afrique. Merci encore, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.